Certains d'entre vous sont peut-être au courant de la situation déplorable dans laquelle se trouve Rainer Fulmich, qui a mené et encouragé mondialement les actions en justice contre les criminels qui ont orchestré le Covid et le Great Reset. Cela a commencé par une campagne de diffamation publique de cet homme courageux et a rapidement évolué vers un enlèvement et un emprisonnement sur la base de fausses accusations depuis maintenant 4 mois. Tony Nikolic, d'Esther Reineveld et Virginie de Haro-Jorekia sont tous des défenseurs de la cause de Rainer, capables de parler de cette situation avec expertise parce qu'ils sont tous avocats. Et il se trouve que ce sont des avocats qui ont tous travaillé à ses côtés. Dexter, Tony et Virginie, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup de nous recevoir, Maria. Avec grand plaisir, et je suis très reconnaissante d'avoir des défenseurs aussi passionnés de la situation de Rainer Fulmich avec nous aujourd'hui pour nous donner une mise à jour très importante sur le traitement, à mon avis, absolument criminel de cet homme. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet et ce qui va se passer à l'avenir, si vous voulez bien, Dexter, faites-nous un bref historique de votre carrière et de votre implication avec Rainer. D'accord. Merci beaucoup, Maria, de nous donner l'opportunité de parler de l'affaire juridique à laquelle Rainer est actuellement confronté. Je suis Dexter Reineveld, je suis un avocat en fonction en Afrique du Sud. Pour être précis, j'exerce cette profession en Afrique du Sud et j'ai exercé pendant 15 années et j'entame ma 16e. Et mon engagement n'est pas impliqué dans l'affaire juridique à laquelle Rainer fait actuellement face. Il se trouve qu'au cours des 3 ou 4 dernières années, j'ai en fait construit une relation très professionnelle avec Rainer qui s'est établie à travers la procédure grand jury que nous avons présentée au monde concernant les preuves de la pandémie du corona, de la pandémie de Covid-19. Ensuite, en conséquence de cela, avec Tony, Virginie, Anna et certains autres avocats internationaux, nous avons travaillé en très étroite collaboration avec Rainer afin d'exposer les preuves scientifiques, objectives, qui existent et qui, en un sens, vont fondamentalement à l'encontre de la science et du narratif officiel. Donc, en ma qualité d'avocat en Afrique du Sud, je mène cette interview essentiellement pour donner une analyse juridique selon la manière dont j'observe l'affaire et pour parler de l'issue la plus probable qui en résultera. Nous y reviendrons. Je suis impatiente d'entendre votre avis. Tony, beaucoup de téléspectateurs de cette émission vous connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, si vous pouviez nous donner un bref aperçu, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je suis Tony Nikolic. Je suis avocat en Australie et au début de la question du Covid, comme nous le savons tous, j'ai déposé des plaintes contre les premières obligations en Australie. Nous continuons sur cette lancée dans d'autres domaines, comme le droit du travail et tout le reste. Mais très tôt, nous avons pris contact avec Rainer. Nous avons pu constater l'excellent travail qu'il réalisait en faisant appel à une multitude d'experts et d'avocats du monde entier. Et c'est ainsi que Dexter, Virginie, Anna, moi et un certain nombre d'autres avocats se sont réunis parce que nous estimons qu'il s'agit potentiellement d'un crime international d'une telle ampleur que nous avons vraiment besoin que la communauté internationale s'unisse. Et c'est en partie grâce à Rainer que nous avons pu réunir tout le monde. Il a été une grande source de connaissances, non seulement pour nous, mais aussi pour la communauté internationale. En outre, lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes vraiment efforcés d'exposer, comme l'a dit Dexter, ce récit qui consistait à suivre la science. Eh bien, ce n'est pas du tout de la science. Il s'agit d'un habile travail politique. Oui, absolument. Virginie, s'il vous plaît, donnez-nous un bref aperçu de votre parcours et de votre implication avec Rainer. Oui, merci Maria. Je suis avocate au barreau de Paris, en France, avec 22 ans de pratique juridique, 2 masters en droit et une expérience professionnelle dans plusieurs cabinets d'avocats. Je suis aussi auteure et conférencière. J'ai commencé à m'intéresser à toutes ces mesures étranges depuis avril 2020 et j'ai commencé à travailler officiellement sur l'affaire Covid en février 2021.
J'ai très rapidement eu une réunion avec Rainer et Dexter, Tony, Anna et tous les autres avocats internationaux. Nous avons essayé de trouver des solutions ensemble et nous avons surtout enquêté pour le grand jury. Je tiens à préciser que je ne suis pas l'avocate de Rainer, mais je suis ici pour aider à l'analyse juridique. Nous apprécions vraiment votre présence à tous. Dexter, si vous pouviez commencer par nous donner un aperçu de ce qui s'est passé. J'ai lu beaucoup de spéculations différentes. J'ai interviewé Rainer il y a un certain temps sur certaines des accusations qui ont été portées contre lui. Il a été très transparent à ce sujet. Les gens peuvent revenir en arrière et regarder les réponses qu'il m'a données. En gros, il prétendait que toutes ces accusations étaient fausses. Ensuite, il s'est fait arrêter et il est incarcéré depuis près de 4 mois maintenant. Oui, tout à fait exact. J'apprécie le mot que vous avez employé, transparent. Et il se trouve que Rainer, je veux dire, dans mes interactions avec lui, il a toujours été franc. Ceci concernant les besoins d'argumentation en rapport à ce qu'il se passe actuellement avec le comité d'investigation Corona. Il s'agit d'un objectif majeur sur lequel la commission d'enquête Corona souhaite s'engager. Ce fut une surprise pour chacun de nous lorsque c'est arrivé à notre connaissance l'année dernière, le 11 octobre 2023, quand il a été kidnappé à Tijuana, au Mexique. Donc ce qui en est actuellement ressorti, c'est que lui et sa femme, il y a quelque temps, et il y a des informations qu'il a rendues publiques, lui ainsi que sa femme ont apparemment perdu leur passeport dans des circonstances très étranges, et également en conséquence du fait que lui et sa femme avaient à obtenir de nouveaux passeports. Ils ont contacté le consulat allemand au Mexique. Ils ont pris les dispositions nécessaires pour pouvoir s'y rendre et obtenir de nouveaux passeports. Donc, le 11 octobre, c'est lorsque tout a été révélé sur le fait qu'il avait été kidnappé au Mexique. Et ensuite, contre sa volonté, transporté par un vol vers l'Allemagne, à Francfort, avec plusieurs accompagnateurs. Puis, de Francfort, il a ensuite été transféré au centre d'emprisonnement de Rosdorf, dans le secteur de la municipalité de Rosdorf. Mais ce qui est très étrange, c'est, je veux dire, il a publiquement évoqué ce qui semble être des luttes internes qui se déroulent au sein du comité d'enquête Corona. Mais nous n'aurions jamais pensé que cela irait jusqu'à impacter sa liberté, jusqu'à l'emprisonner. Et ce sur quoi tout ceci repose, c'est en regard de la plainte pénale de 30 pages qui a été déposée contre Rainer en 2022, qui nous permet de prendre conscience des disputes internes entre les 4 actionnaires du comité d'enquête de Corona. Ce qu'il est important que les auditeurs comprennent, c'est qu'ils étaient 4 membres fondateurs du comité d'enquête Corona. Et ce pourquoi nous connaissons chacun d'eux en tant qu'actionnaires fondateurs du comité d'enquête Corona, c'était pour leur objectif principal, qui était d'enquêter sur la véritable nature de cette pandémie Covid-19. Afin de vraiment comprendre si le SARS-CoV-2 était vraiment un danger pour la société et s'il était nécessaire que les gouvernements mettent en œuvre les mesures qu'ils ont engagées. Donc, c'était l'objectif général. Il s'agissait d'obtenir des preuves, de les communiquer au public de sorte à ce qu'il soit informé et qu'ainsi, au moment où il aurait à prendre une décision, il pourrait le faire en toute connaissance de cause.
C'était donc l'objectif. Mais l'objectif ultime était également qu'en faisant cela sur la base du volontariat, de sorte que la prémisse « Oh, eh bien, nous allons devoir faire de l'argent » ou même « Nous pouvons faire de l'argent » n'était pas un objectif en soi. L'objectif, c'était « Enquêtons, consacrons du temps et des efforts » et tout ceci serait basé sur du volontariat. Même le comité d'enquête Corona numéro 2, qui a été enregistré après les 4 membres financeurs initiaux en novembre 2021, qui a été créé à la suite de ce que je ne qualifierais pas de dispute, mais de points de vue opposés concernant les 2 actionnaires les moins connus. Et cela a été mis en évidence en novembre 2021. Et en conséquence de quoi, cela a ensuite motivé Rainer et ensuite Viviane Fischer pour commencer à investiguer avec un comité d'enquête Corona numéro 2. Parce qu'alors, en novembre 2021, ils avaient fait tellement de progrès, ils avaient déjà interviewé tellement de scientifiques dans le monde entier, que les gens étaient en mesure de comprendre ce à quoi la société et l'humanité étaient confrontées. C'est autour de novembre 2021, ou je dirais peut-être même un peu plus tôt, que les 2 actionnaires mineurs n'étaient plus vraiment actifs. En ce sens que seulement Rainer et Viviane Fischer continuaient le travail que les 4 avaient initialement commencé. Donc, ce qu'il s'est également passé ensuite, c'était en septembre 2022, l'un des actionnaires les moins connus, associé à l'autre actionnaire moins connu et à un avocat berlinois, il y a donc 3 avocats, ils ont rédigé une plainte contre Rainer. C'est une plainte de 30 pages, rédigée en allemand. Mais si on utilise le traducteur DeepL, on peut clairement comprendre de quoi il s'agit. Et le centre de cette histoire est avant tout une affaire d'argent. Il est également mentionné que Rainer a menacé spécifiquement un des actionnaires les moins connus. Et c'est tout un ensemble de points qui sont exposés dans cette plainte de 30 pages. Et lorsque je l'ai lu, j'ai repensé à mes interactions avec Rainer. Tout était tellement bizarre, parce que, pour moi, les allégations faites contre Rainer ne correspondaient pas du tout au personnage que j'avais appris à connaître au fil de ces dernières années. Dexter, si je peux vous interrompre, je me souviens aussi que certaines de ces allégations ont été rendues publiques. Elles ont été rendues publiques sans qu'aucune preuve ne vienne les étayer. J'ai été assez choquée à l'époque, car vous savez, si vous travaillez dans le journalisme, et je suppose que c'est la même chose en droit, vous ne pouvez pas faire d'allégations à moins d'avoir des preuves. Et ces déclarations publiques ont été faites sans aucune preuve pour les étayer. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas mal citer Rainer, mais je suis presque certaine qu'à l'époque, où je l'ai invité à une interview pour commenter tout cela, il a dit « Il n'y a pas de preuves ». J'ai été très troublée à l'époque. Qu'est-ce que c'est que cette attaque absolue contre Rainer sans aucune preuve pour étayer ses affirmations ? Désolée, je voulais juste ajouter cela, parce que je pense que c'est important. C'est extrêmement important. Et ce qu'il se passe en ce moment devant les tribunaux, simplement pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, c'est qu'il n'y a aucune preuve. C'est que l'un des actionnaires, le moins connu, fait actuellement l'objet d'un contre-interrogatoire. Et mercredi dernier, c'est lorsqu'il a été mis à la barre des témoins, il ne pouvait pas donner de détails. Il était extrêmement confus. Et je m'exprime présentement au sujet d'un témoin, un témoin impartial qui a assisté à la procédure judiciaire quand il était à la barre des témoins.
Et c'est ce que le témoin a déclaré, c'est que cet actionnaire était tellement confus avec toutes les questions que Rainer et son avocate Katja Wormer lui ont posées qu'il ne pouvait pas répondre à ces questions ou réellement donner des explications plausibles pour justifier pourquoi Rainer est actuellement dans la situation où il se trouve. Même avec les questions qui ont été posées par les juges, il n'a pas non plus su répondre à ces questions. Donc ceci, pour moi, c'est une indication claire que lorsque nous parlons de toutes ces accusations portées contre Rainer, à propos desquelles Rainer a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de preuves, c'est à présent, à mon avis, une indication claire. Je crois que le procureur d'État en Allemagne, à Göttingen, et même le juge vont maintenant se rendre compte que la personne qui se tient devant eux est innocente. Je veux dire, penser qu'une personne du calibre de Rainer puisse être présentement en prison depuis 4 mois, depuis le 11 novembre, je veux dire, c'est un jour pour simplement le Virginie, signifier. excusez-moi, continuez Dexter. Mais vu que Virginie est en Europe, j'aimerais qu'elle nous parle un peu du fonctionnement de l'Europe et de la façon dont ils ont réussi à faire ça. Mais s'il vous plaît, terminez votre intervention et ensuite nous y reviendrons. D'accord, merci. Je pense qu'il est également important que les auditeurs comprennent que lorsque nous parlons des allégations ou des charges, les chefs d'accusation formulés contre Rainer, nous parlons de 18 chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui. Sur ces 18 chefs d'accusation, ce n'est pas seulement sur 2 chefs d'accusation que le procès pénal en cours a lieu. Et ces 2 chefs d'accusation dont nous parlons concernent les 700 000 € qu'il a pris. L'accusation se fonde sur l'article 2-66 du Code pénal allemand, qui traite des détournements de fonds et des abus de confiance. Donc, actuellement, concernant les 16 autres, lorsque cette affaire a été initialement présentée, parce que, d'après ce que je peux comprendre en Allemagne, c'est qu'une fois qu'une plainte pénale est déposée, et je pense peut-être plus spécifiquement lorsqu'il s'agit d'un crime d'entreprise, elle est normalement présentée à un tribunal. Le procureur présente alors les informations ou les faits nécessaires. Et ensuite, le tribunal, dans le cadre d'une procédure préliminaire propre, prend alors une décision. S'agit-il d'une plainte valable sur la base d'épreuves prima facie qui ont été présentées au tribunal? Et cet accusé spécifique a-t-il besoin de venir se défendre? 18 chefs d'accusation ont donc été présentés avant le rapport préliminaire. Et à partir de là, seuls 2 chefs d'accusation ont été retenus, c'est-à-dire les 2 chefs d'accusation qu'ils ont estimés suffisamment valables pour que Rainer vienne se défendre. Dexter, où a-t-il été kidnappé? Pouvez-vous préciser? Il a été kidnappé au Mexique, à Tijuana. C'est ce que je pensais. Il a donc été kidnappé au Mexique et amené de force en Allemagne pour y être jugé, alors qu'il n'y a aucune preuve de ces crimes. Il s'agit d'une coordination très claire entre les gouvernements. Alors Virginie, si je peux vous poser une question. Dexter vient de nous dire que seuls 2 des chefs d'accusation étaient réellement valables et concernent le détournement de fonds. Tout d'abord, quel est le pouvoir de l'Union européenne d'intervenir auprès d'une personne résidant dans un autre pays afin de le ramener dans son pays pour qu'elle y soit jugée? Et deuxièmement, comment peuvent-ils faire cela sans aucune preuve et le garder emprisonné sans aucune preuve? Je pense que Tony, Dexter, Anna et moi avons la même opinion. Il n'y a pas de traité d'extradition entre le Mexique et l'Allemagne. C'est la première question sur cette affaire. Rainer et sa femme ont été traités différemment. Il y a donc une autre question à se poser. Pourquoi y a-t-il une différence de traitement s'il y avait un problème à propos des passeports?
Comment est-ce possible s'il n'y a pas de mandat international porté à notre connaissance et pas de traité d'extradition? Comment parviennent-ils à l'extrader du Mexique et à le garder en prison en Allemagne? C'est une question très importante. Et qui sont ces gens, ces parties moins importantes qui portent ces accusations? Quel genre de groupe ont-ils? Je ne veux pas faire d'affirmation sans aucune preuve, mais de quels moyens disposent-ils pour faire en sorte qu'une telle chose se produise sans traité, comme vous le décrivez? Je pense qu'il y a un autre motif pour lequel Rainer est en prison. Et je pense que ces actionnaires ont beaucoup d'influence en Allemagne pour pouvoir ramener Rainer du Mexique et permettre cet enlèvement. Mon Dieu. Tony, je suis impatiente d'entendre ce que vous en pensez. Nous venons d'entendre une explication assez détaillée de la part de Dexter. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais qu'en pensez-vous? Le capturer dans un autre pays, sans traité? Je veux dire, c'est de la folie. Et terrifiant pour n'importe qui dans le monde. Nous avons eu des discussions, et en regardant de l'extérieur, je pense qu'il faut d'abord prendre une leçon d'histoire très rapide. Après la Seconde Guerre mondiale, et écoutez, je ne fais pas de parallèle, mais je vais juste parler de ce qu'il s'est passé dans l'histoire en ce qui concerne les extraditions, et la façon dont elles ont été menées au fil des années. C'est une déclaration très générale. Mais après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux officiers allemands se sont enfuis dans différentes parties du monde. Ils ont formé des équipes dans différents pays après Nuremberg, évidemment. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils traquaient littéralement ces personnes. Qu'il existe ou non un traité d'extradition, ils les rattrapaient, les mettaient à l'arrière d'une camionnette, les amenaient à l'ambassade locale, puis les embarquaient sur un vol de nuit dont personne ne connaissait l'existence, et les inculpaient dans leur pays d'origine. Voilà ce qu'il s'est passé. Près de 75 ans plus tard, ils continuaient à faire cela en Argentine et au Brésil. Ils allaient dans le monde entier pour faire cela. Il est très alarmant de constater que ces pays n'ont absolument aucune juridiction. Je pense que l'on peut tirer une conclusion très sûre en disant qu'il y a un haut niveau de communication entre les gouvernements. Il doit y en avoir, et encore une fois, à moins qu'une preuve ne vienne démentir cela, on doit déduire que le gouvernement mexicain et le gouvernement allemand ont agi comme conjointement. Et ont travaillé ensemble pour, premièrement, comme Virginie et Dexter l'ont souligné, soulever le problème des passeports. Qu'est-il arrivé à ces passeports? C'est arrivé au moment précis où on lui a demandé de se rendre à l'ambassade d'Allemagne. Il a été détenu, emmené dans un avion. N'oublions pas que la communauté internationale applique des règles très strictes pour déterminer ce qui constitue une juridiction pertinente pour l'extradition d'une personne vers un autre pays. Des règles très strictes. Elles ne semblent pas avoir été respectées ici. Nous n'avons vu aucune preuve à cet effet. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il doit y avoir une sorte de travail intergouvernemental entre deux agences, et comme vous l'avez souligné il y a quelques instants, Maria, ces deux agences ont appréhendé Rainer, l'ont ramené en Allemagne pour le juger pour quelque chose qui, comme le dit Dexter, il y avait 18 chefs d'accusation, ils ont été ramenés à 2. Nous sommes très confiants. Encore une fois, nous sommes des observateurs indépendants. Nous n'agissons pas pour Rainer. Je tiens à ce que cela soit clair pour tout le monde. Nous sommes des analystes juridiques. Nous connaissons Rainer, nous avons travaillé avec lui sur d'autres questions, en particulier en ce qui concerne le rassemblement d'une cohorte internationale d'avocats en vue d'une éventuelle action. Et en rassemblant ces personnes, nous pouvons ensuite travailler dans nos pays respectifs. Est-ce le motif? Parce que, comme vous le savez, Maria, et comme nous le savons, tout au long de ce processus, Rainer a fait venir de nombreux experts, comme le docteur David Martin. Nous avons eu tant d'experts qui sont venus, et ils ont présenté des preuves. Je me suis assis avec lui à de nombreuses occasions, et nous parlions de la possibilité d'un Nuremberg 2, ou d'un comité international Covid. C'est ainsi que nous sommes tous liés.
Nous avons tous été très proches au cours de ces dernières années. L'équipe que vous voyez ici, et il y a d'autres avocats qui sont impliqués dans le monde entier. Mais est-ce là le motif ? Eh bien, voilà le problème, non ? Parce que Rainer est probablement le plus connu de cette action internationale. Simplement parce qu'il a fait beaucoup d'apparitions dans les médias. Ce n'est pas parce que ses efforts sont plus importants que les vôtres, mais il a fait beaucoup d'apparitions dans les médias. Et traditionnellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en prennent à la personnalité la plus connue, afin d'essayer de faire taire les autres. S'agit-il d'une tactique pour effrayer d'autres avocats dans le monde, ou qui que ce soit d'autre qui veut essayer de faire en sorte que ces criminels rendent des comptes ? Cela me semble très plausible. Dexter, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Tout à fait. Si nous considérons que le tribunal régional de Göttingen est en fait confronté à une affaire sans fondement, comme Tony l'a indiqué, il semble qu'il s'agisse d'un effort conjoint entre les autorités mexicaines et allemandes pour amener Rainer en Allemagne pour qu'il puisse le mettre au tribunal. Mais je pense qu'il est également important que nous comprenions que concernant tous les actionnaires du comité d'enquête Corona, il me semble qu'il se pourrait, et c'est mon observation, que peut-être certains de ces actionnaires soient en fait utilisés et travaillent avec le gouvernement. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais d'après l'apparence des choses et d'après ce que vous avez dit, c'est un peu la manière dont le gouvernement ou même les autorités peuvent travailler pour s'assurer qu'ils peuvent faire taire un opposant particulier, et dans ce cas, Rainer. Il y a juste à voir l'enchaînement des événements, Dexter. Si vous regardez comment, il a d'abord été diffamé publiquement sans aucune preuve, puis son argent a été gelé. Je me souviens qu'il m'en a parlé, alors qu'il était dans un autre pays. Son passeport a disparu, il a été kidnappé, puis emmené et incarcéré pendant 4 mois. L'enchaînement des événements est extrêmement suspect. Virginie, vous voulez dire quelque chose ? J'aimerais dire que je suis la preuve vivante de ce dont vous parlez. J'ai en effet été également emprisonnée en mars 2022 pour mes déclarations sur l'affaire Covid. Et j'ai été accusée de terrorisme. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était pareil. En France, il y a beaucoup d'opposants politiques qui vont en prison, sans raison. Cela arrive donc régulièrement en Europe. Ce que je voudrais ajouter sur cette question du passeport, c'est que Rainer n'a pas été détenu dans les locaux de l'ambassade d'Allemagne, mais plutôt à la descente de l'avion de Tijuana. C'est une différence essentielle. Parce que certaines personnes pourraient comprendre que s'il était dans l'ambassade allemande, comme c'est le sol allemand, ce serait normal, mais ce n'est pas le cas. Ce n'était pas dans les locaux de l'ambassade allemande. C'est très important de le savoir. Merci pour ces détails. Dexter, j'ai l'impression de vous avoir déjà interrompu, je m'en excuse. Je pense qu'il était important d'examiner l'enchaînement des événements et de voir le cycle entier. Cela commence par une campagne de diffamation publique, puis la persécution, qui ne respecte d'habitude pas le processus judiciaire habituel, coupable jusqu'à ce que l'innocence soit prouvée. Oui, vous avez tout à fait raison. Quand nous regardons l'enchaînement des événements, que vous avez si brillamment résumé, il semble que nous parlons d'un effort orchestré pour faire taire Rainer. Mais je dois aussi dire que Rainer est un combattant. Il est sur une lutte continuelle au quotidien. Mais ce qui est important, et c'est également basé sur l'enchaînement des événements,
Nous parlons d'une plainte de 30 pages qui a été instituée contre lui le 2 septembre 2022. Mais remarquablement, de 2022 jusqu'au 11 octobre 2023, aucune accusation n'a été portée. Nous parlons seulement d'une plainte de 30 pages. Elle a été instituée avec un procureur de l'État. Et ce n'est que le 17 novembre 2023 que les poursuites officielles ont été engagées contre Rainer. Donc la question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi 1 an, 1 mois et 4 jours de délai pour engager ces poursuites? Et il s'agit des 18 chefs d'inculpation. Ça ne colle pas. Ce qui est également significatif, c'est qu'au cours de cette période, Rainer s'est également rendu 8 fois en Allemagne. Pourquoi ces accusations n'ont-elles pas été portées contre lui, de sorte à ce que Rainer puisse avoir l'occasion de faire valoir son point de vue? Ensuite, la manière dont cela fonctionne en Allemagne, en termes de, comme je le comprends, c'est que lorsqu'une plainte est déposée, c'est au procureur allemand. Ensuite, le procureur allemand va l'examiner. Il y aura alors nécessairement des investigations à entreprendre, de sorte à évaluer le bien-fondé de la plainte qui a été déposée. Au cours de ce processus d'enquête, une opportunité est donnée à l'accusé de faire une réponse à l'égard de la plainte. Cela n'a pas été accordé à Rainer. Au lieu de cela, Rainer s'est également vu refuser, je dirais, l'accès au dossier après avoir été kidnappé et tout simplement détenu et actuellement emprisonné. Il a dû se battre pour obtenir l'accès au dossier criminel. Et cela va également à l'encontre de son droit constitutionnel de savoir, d'avoir accès à la plainte, de savoir premièrement quel est l'objet de la plainte et deuxièmement quelles sont les preuves qui ont été présentées au procureur, afin qu'il puisse faire une déclaration complète en toute connaissance de cause. Et c'est ensuite, une fois qu'il y a eu la plainte, que Rainer a eu cette opportunité, qu'il a fait une déclaration pour donner sa version de l'affaire, qu'ensuite il y a eu une procédure. Rainer doit encore subir un interrogatoire en vertu de l'article 163 du Code pénal allemand, qui est une condition préalable qui n'a pas non plus été remplie. Donc, pour moi, c'est donc une indication claire qu'il s'agissait d'humilier Rainer, jusqu'à cette extrémité d'éventuellement peut-être le laisser sortir d'Allemagne. Mais nous allons essayer de voir si nous pouvons travailler avec un plan. Et il n'y avait que très peu de personnes qui étaient au courant des problèmes de Rainer le 11 octobre. Et il y a des soupçons selon lesquels ces individus auraient en fait fait pression sur les autorités allemandes et mexicaines. Et c'est ainsi que le plan a été mis en route. Donc, depuis le départ de cette situation, Rainer a été confronté à des procureurs biaisés, alors qu'une procédure traditionnelle lui aurait au moins accordé une libération sous caution. Nous parlons d'un individu qui n'a pas de casier judiciaire. Oui, il était basé au Mexique, et l'on peut aussi dire que s'il lui était permis de sortir sous caution, il serait libre en ce moment même. Mais connaissant Rainer, connaissant son caractère, s'il avait été libéré sous caution, ils auraient pu prendre son passeport. Sa famille élargie se trouve en Allemagne. Ils auraient pu le placer sous la garde de sa famille élargie. Ils auraient aussi pu dire, vous savez quoi, vu que vous n'avez pas de casier judiciaire et que nous parlons seulement d'un détournement de fonds de 700 000 € au sens de l'article 266 du Code pénal allemand, vous n'êtes donc pas un criminel endurci, vous n'avez tué personne, vous n'avez agressé... Non, mais il poursuit ceux qui ont tué des millions de personnes. Absolument. Donc, sur cette base, nous allons vous laisser sortir et bénéficier de la liberté sous caution. Cela ne lui a pas été accordé.
Et tant de pétitions ont été faites par Rainer pour dire « S'il vous plaît, voici les circonstances, accordez-moi une libération sous caution ». Mais malheureusement, il n'a jamais été entendu. Et cela a ensuite soulevé beaucoup d'interrogations concernant le fond de cette affaire. Pour en venir au fond de l'affaire, lorsque nous parlons de détournement de fonds, l'un des éléments essentiels du détournement de fonds en Allemagne, en vertu de l'article 266, il est dit qu'un bien doit être approprié à l'insu du propriétaire. Et lorsque nous parlons des propriétaires, ici, nous parlons des actionnaires. Mais sans oublier que nous parlons d'argent qui n'appartient pas aux actionnaires. C'est l'argent qui appartient au comité d'enquête Corona, une société à but non lucratif. Ce sont donc les actionnaires qui se voient confier cet argent. Quand nous parlons de ces deux détournements de 500 000 € et de 200 000 €, que Rainer a retirés le 6 novembre 2020 et le 14 mai 2021, il les a retirés, les 200 000 € et les 500 000 €. Donc, en ce qui concerne cet élément, cela doit être fait à l'insu du propriétaire. Nous parlons de contrats de prêt qui ont été signés par l'un des actionnaires. Donc, dans mon esprit, je n'arrive pas à comprendre que les procureurs puissent tenir un procès où il est visiblement clair pour tout le monde que Rainer n'agit pas dans le dos des actionnaires. Il n'est pas question pour lui de s'approprier cet argent et de l'utiliser pour n'importe quelle raison, ou en espérant que personne ne s'en apercevrait. Non, non, non. Il a en fait été transparent. Il a joué carte sur table. Cela a été signé et en plus de cela, l'accord de prêt a été reflété dans les déclarations financières du comité d'enquête Corona. Il est donc impossible qu'un procureur puisse présenter un dossier fiable ou solide, en particulier sur la base d'un doute raisonnable, pour montrer que Rainer avait l'intention de détourner l'argent. Mais que fait le procureur général en Allemagne ? Ce qu'ils font, c'est qu'ils obscurcissent l'affaire en montrant des photos qui, pour moi, je ne dirais pas qu'elles proviennent du procureur, mais on en a vu dans le domaine public, de la maison de Rainer à Göttingen, où l'argument consiste à dire « Oh, regardez ce qu'il a fait !» Quelles améliorations ont été faites sur sa propriété? On en a parlé, je crois il s'agit d'un jacuzzi, si je ne me trompe pas. Et tout cela pour montrer ce qui avait été fait sur sa propre propriété. Ce qui signifie, vous voulez prendre l'argent et l'utiliser pour une raison quelconque. Mais le problème est que nous parlons d'une situation où l'un des actionnaires a également signé le contrat de prêt. Comment se fait-il que cet actionnaire ne soit pas confronté à la même situation que Rainer? Vous pouvez donc constater la disparité en elle-même. Et ce que le procureur d'État dit à présent, c'est que, compte tenu des améliorations qu'il a faites sur sa maison, c'est presque comme s'il voulait détourner l'argent et utiliser l'argent à ses propres fins, en ignorant complètement le fait que nous parlons d'un accord de prêt écrit que tout le monde peut lire. Les intentions sont donc très claires. Lorsque nous parlons de prêt, nous ne disons pas s'approprier ou voler, car ce sera ensuite remboursé. Et au moment où Rainer a contracté le prêt et l'a investi dans sa propriété, la valeur de sa propriété était conséquente. Si leur propriété avait dû être vendue, elle aurait pu être vendue. Et c'est ce que Rainer a dit, depuis la minute où il a été attaqué. Il n'a jamais cessé de dire que oui, j'ai utilisé le prêt, je l'ai investi dans ma propriété, mais si je dois vendre ma propriété pour payer le prêt, je le ferai. Donc en gros, à aucun moment Rainer n'a rompu un quelconque accord contractuel. Tout a été transparent. Ce à quoi il a consacré l'argent prêté ne regarde que lui.
Le simple fait d'évoquer qu'il s'agisse d'un plan de travail de cuisine ou de soins médicaux n'a pas d'importance. Il s'agit d'un prêt qu'il avait pleinement l'intention de rembourser. Je veux dire, c'est juste la façon dont je vois les choses. Je ne comprends pas comment on peut monter une affaire avec ça. C'est bancal. C'est plus que bancal. L'autre question est de savoir s'ils ont tendu un piège potentiel en signant cet accord de prêt et tout d'un coup ils disent « Non, 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 ce n'est pas ce que nous voulions dire ». S'engageait-il sur cette voie avec l'intention de nuire depuis le début? Je ne sais pas, je spécule en tant qu'observateur extérieur. Mais toute cette affaire sent très mauvais. Tony, comment pensez-vous que les choses vont finir? Je suis contente que Dexter dise que Reiner est très confiant, et je sais qu'il est très fort. Mais c'est une injustice et il faut y remédier. Que va-t-il se passer à partir de maintenant? Eh bien, il y a plusieurs choses, comme l'ont souligné Virginie et Dexter. Il y a un certain nombre de variables en jeu ici, et elles semblent toutes pointer vers le fait que Reiner soit pris en otage. Et si l'on peut utiliser ce terme, comme Julian Assange l'a malheureusement vécu au fil des ans, ils poursuivent généralement ce genre de personnes. Virginie l'a également souligné, et nous le savons au sein de notre groupe, qu'elle a également été enfermée, malheureusement, par les autorités françaises pour des choses qu'elle n'a jamais faites. Et il semble que le modus operandi de ces gens soit que lorsque vous vous approchez trop près, ils mettent quelque chose sur votre dos. Cela vous fera taire pendant un certain nombre d'années. Quelle que soit l'ampleur de l'injustice de ce que je qualifie de poursuite malveillante. Oui, les mettre à sec avec des procédures judiciaires jusqu'à ce qu'il n'ait plus de fonds pour se défendre. Passez-les à la moulinette. Poursuivez malicieusement ces gens et bien sûr, inventez des histoires fantaisistes. Oh, regardez cette photo, regardez ce tweet ou regardez... Ils font ça pour essayer d'attirer l'attention. Ça dure des années et pendant ce temps, il y a tellement d'autres personnes qui sont blessées en arrière-plan, parce qu'ils enlèvent cette personne de l'équation. Mais sur un autre point, je pense que ce que Dexter a souligné à propos de l'article 266, en résumé, les éléments ne sont pas réunis. Les conditions du délit ne sont pas remplies. C'est potentiellement un argument que ces avocats pourraient faire valoir. De l'autre côté, nous avons aussi quelque chose qui me préoccupe, pas seulement pour Reiner, mais globalement, même ici en Australie, où j'ai eu l'occasion de faire sortir des gens de prison pendant cette période. Il s'agit des principes de Mandela des Nations Unies pour les personnes en détention. Ils ont été violés continuellement, pas seulement par l'Australie, mais par de nombreux pays. J'ai rédigé une déclaration sous serment très détaillée dans une affaire très célèbre ici en Australie. Notre homme a été libéré, mais cela a pris beaucoup de temps. Les principes Nelson Mandela concernant les personnes en détention sont un document très important que de très nombreux pays ont signé. En outre, Reiner a été privé de nombreux droits, ce que Dexter a également souligné. À quoi doit-il répondre? Est-il traduit devant un tribunal de manière expéditive? La procédure est-elle équitable? A-t-il des contacts avec les membres de sa famille? A-t-il des contacts avec des avocats? A-t-il des contacts avec des amis? Ce sont des principes très importants qui ont été oubliés. Cette question du Covid semble avoir oublié que de nombreuses lois dans le monde ont été violées par des gouvernements. À mon avis en tout cas, ils ont définitivement contourné le processus normal de l'égalité, où le principe de l'égalité a été violé dans de très nombreuses circonstances. Je pense donc que ce que Reiner vit en ce moment est le résultat de quelque chose. S'il y a une personne qui pouvait le supporter, c'est bien Reiner. Nous connaissons son caractère. Nous savons quel genre de personne il est. Comme Dexter l'a souligné, nous avons constaté que s'il y a quelque chose qui ne va pas, et il a déjà participé à votre émission un certain nombre de fois, Maria, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il le dit, et il demande à la consulter. Il s'agit d'équité procédurale, en particulier dans les tribunaux pénaux et civils. Laissez-moi voir ce qu'est l'allégation. S'il y a quelque chose, comme l'a souligné Dexter, j'ai une maison qui vaut tant. Si je lève l'hypothèque sur la maison, j'ai suffisamment de fonds propres pour rembourser le prêt. Il y a un contrat de prêt en place, il n'y a pas de détournement de fonds, il n'y a pas de conduite trompeuse, il n'y a rien qui lui permette d'obtenir un gain financier par la tromperie. Il n'y a tout simplement rien. En d'autres termes, il marche comme un canard, il jacasse comme un canard, il ressemble à un canard,
mais ils essayent de faire croire à tout le monde qu'il s'agit d'un écureuil, et ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pourquoi je pense que cette conversation est si importante pour sensibiliser le public à ce sujet et je demande à tous ceux qui nous regardent en ce moment de le partager pour que les gens comprennent vraiment. Parce qu'ils aimeraient plus que tout, et je parle de l'establishment, c'est que tout le monde oublie cette histoire et oublie Rainer. Les nouvelles vont si vite, le monde va si vite. Nous l'avons oublié, nous avons oublié tout ce qu'il a fait. Et si nous nous en sortons, vous aurez peur de parler la prochaine fois. Ils aimeraient donc que cela se fasse en secret. Mais nous n'allons pas laisser cela se produire, parce que Rainer a tant fait pour l'humanité. Et donc, Virginie, je suis curieuse d'avoir votre point de vue sur la suite de cette affaire. Ces deux messieurs ont dit que l'affaire était un coup d'épée dans l'eau. Ils ne vont pas être en mesure de s'en sortir avec ces énormes mensonges et l'utilisation abusive du système judiciaire. Que pensez-vous que l'avenir réserve à Rainer ? J'espère beaucoup pour lui. Comme l'a dit Tony, j'espère qu'il ne s'agira pas d'une autre affaire Assange. Je vois qu'ils ont abandonné beaucoup d'accusations et cela n'aurait pas dû être une affaire criminelle, mais une affaire civile, parce que c'est une histoire entre actionnaires. C'est seulement de l'argent. Et je pense que cela aurait pu se résumer à une médiation entre eux. Il n'était pas nécessaire d'emprisonner Rainer. J'ai vu des erreurs de procédure qui tendent à suggérer que les juges ne sont pas neutres. J'espère que ce ne sera pas le cas pour leur ordre. Mais au moment de la demande de libération sous caution de Rainer, les fonctionnaires judiciaires ont laissé s'écouler les délais de réponse sans donner d'explication justifiée à ce retard. Par exemple, Rainer s'est également vu refuser son droit le plus fondamental de choisir une représentation juridique supplémentaire pour sa défense. Ce droit a été refusé au motif que le tribunal était désireux de finaliser rapidement un procès, même si cela allait à l'encontre du droit fondamental de Rainer, à un procès équitable. Je tiens donc à le souligner parce que c'est très important et que le monde doit le savoir. J'espère donc que l'audience sera équitable et que le juge verra que nous sommes ici pour dire la vérité et la répandre partout. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui regardent cette émission de la partager partout, Virginie, parce qu'il est important qu'elle attire l'attention de ces personnes. Nous avons récemment eu un référendum ici en Australie, et la commission électorale australienne semble encourager les gens à voter plusieurs fois pour le résultat souhaité par le gouvernement, c'est-à-dire un vote positif. Cela s'est passé sur les médias sociaux et les gens ont été très, très critiques à ce sujet. Un matin, j'ai demandé à un ancien aborigène de m'accompagner sur InfoWars et, avant la fin de l'émission, la commission électorale australienne a présenté des excuses et des éclaircissements, et ce bien avant les heures de bureau. Le fait d'attirer l'attention du public sur ce problème est important, et je ne veux pas que les gens sous-estiment le pouvoir de la sensibilisation à ces questions. Dexter, vos commentaires finaux. Je dirais que les gens doivent être conscients de ce à quoi Rainer est actuellement confronté. Mais également savoir que les gouvernements peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais la vérité finira toujours par éclater. Et pour moi, il y a des indications claires sur la façon dont l'affaire en cours se développe en Allemagne, dans laquelle, le mercredi de la semaine prochaine, le 14 février, l'actionnaire, qui est actuellement soumis à un contre-interrogatoire, va continuer à délivrer ses éléments de preuve. Mon message au monde est donc que chaque fois que vous avez l'impression que quelque chose ne va pas,
Vous devez vous lever et vous devez en parler. Et vous devez aussi vous entourer de personnes qui peuvent comprendre ce à quoi vous êtes confrontés. Rainer est un battant et il sortira de tout ceci indemne. Cependant, cela va le marquer émotionnellement, ainsi que sa femme. Et je crois que Rainer va engager les procédures judiciaires nécessaires contre ceux qui l'ont accusé et lui ont causé du tort, à travers tous les désagréments auxquels il est actuellement confronté. J'espère qu'il le fera et j'espère qu'il ira jusqu'au bout. Tony, quel est le calendrier envisagé? Qu'est-ce que les gens devraient faire en attendant? En attendant, je pense que ce que nous commençons à voir, c'est une mobilisation mondiale. Je pense que c'est quelque chose que nous avons toujours voulu voir depuis les premiers jours. Je me souviens qu'au cours de mon affaire, l'un des avocats s'est approché de moi lors de ma toute première affaire sur les obligations et m'a dit « Tony, c'est une affaire judiciaire, mais c'est en fait un appel à l'action, n'est-ce pas ?» Et j'ai répondu que c'était justement ça. Nous avons besoin de gens comme Dexter et Virginie, comme nous l'avons fait depuis le début. C'est un appel à l'action pour dire qu'être un patriote de son pays signifie en fait se dresser quand on voit le mal, et cela signifie avoir le courage de garder ses positions quand on voit le mal. Et c'est ce que nous constatons dans le monde entier. Ce n'est pas une invention ou une fantaisie que de penser que tant de gens, des millions et des centaines de millions de personnes dans le monde entier, poussent maintenant comme des champignons. Ils sont debout pour la même raison. Il y a quelque chose de louche. S'agit-il d'une arme biologique ? S'agit-il d'un événement criminel de grande ampleur ? S'agit-il d'une conspiration d'une nature telle que les gens doivent vraiment s'en préoccuper ? Maintenant, que vont-ils faire ? Eh bien, ils attaqueront ceux qui se lèvent, mais ils ne pourront pas arrêter tout le monde. Nous avons donc besoin de cette mobilisation. Elle s'accroît certainement de jour en jour. Nous assistons à un changement. D'une vague, on est passé à un tsunami qui s'amplifie et qui va atteindre un tel point qu'ils ne pourront plus le contrôler. Et oui, il se peut que des poursuites soient nécessaires. À mon avis, oui. C'est vers cela qu'il faut tendre. Virginie, je voudrais vous demander à quelle date Rainer passera-t-il devant le juge de nouveau? Quand pouvons-nous espérer avoir une mise à jour? Et où les gens peuvent-ils suivre l'histoire pour se tenir au courant de l'évolution de la situation? Je pense que tous ensemble, nous allons tenir le public informé, et vous, Maria, de tous les détails. Je pense que nous devrions suivre tout ce qui se passe au tribunal et voir ce que nous pouvons faire ensemble. Oui, absolument. Vous êtes les bienvenus pour venir à tout moment sur cette plateforme. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour aider Rainer. En attendant, je demande à nouveau à tout le monde de faire circuler ce message, de le partager largement. Faites savoir au système judiciaire que les gens du monde entier regardent. J'en reviens au premier jour, où Rainer a porté tant de preuves au monde. Sa mission a toujours été de rassembler suffisamment de preuves pour que ces personnes soient tenues pour responsables, et ils veulent l'empêcher de le faire. Nous ne devons donc pas les laisser faire. Dexter, Tony et Virginie, merci beaucoup pour votre temps. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci de nous avoir reçus, Maria. Merci beaucoup. Merci, Maria. Nous avons besoin de vraie justice. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de vous offrir un contenu toujours plus qualitatif, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à me soutenir sur Tipeee ou Liberapay. Car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Votre contribution est donc primordiale. N'hésitez pas non plus à visiter mon site jeannetraduction.fr pour y consulter l'intégralité de mes vidéos triées par thème. Vous pouvez lui apporter de la visibilité en le partageant sur vos réseaux. Merci à tous et à très bientôt.